Hey, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale pour moi et qui va pouvoir être utile pour beaucoup d'entre vous, je pense, parce qu'il s'agit d'une vidéo consacrée à la L1 de psychologie. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je me rappelle lorsque je suis entrée en licence de psychologie, j'étais en train de me dire mais qu'est-ce qui m'attend en L1? Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas quel cours on va avoir, bon, je sais qu'on va avoir de la psychologie, mais voilà, personne a fait de la psychologie à part avoir vu Freud en philo. C'est tout ce que t'as vu en psychologie dans ta vie, à part si t'as lu des livres avant, etc. Mais en général ça m'étonne, on sait pas trop où donner de la tête niveau livre en psychologie. En général, il y a du développement personnel, mais c'est pas de la psychologie à proprement parler qu'on va voir en cours. Du coup, j'avais trouvé une, voire deux vidéos sur la psychologie. Ça m'a pas servi autant que je le pensais. J'aurais aimé en savoir plus. Dans tous les cas, j'allais en psychologie parce que je voulais vraiment aller en psychologie. C'était pas par défaut, etc. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont en psychologie par défaut et ils veulent peut-être savoir à quoi s'attendre. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je me dis que ça va pouvoir servir à l'un ou l'une d'entre vous. En tout cas à Montpellier. Si jamais je regarde sur mon ordinateur, c'est normal. C'est parce que j'ai mis quelques notes qui vont pouvoir m'être utiles pour que je n'oublie absolument rien. Regarde ce magnifique fond d'écran de Mouchou. Ah, il est trop beau! Donc je pense que ça peut aider pas mal de terminales à savoir si la psychologie ça pourrait réellement leur intéresser. En tout cas à Montpellier. En fait c'est ça le problème, c'est que dans toutes les facs qui ont une licence de psychologie en France, ils suivent pas le même programme. Et ça c'est pareil pour toutes les licences confondues. Ils ont aucun programme. Chaque université est si différente les unes des autres. Ce que je vous conseillerais de faire avant de postuler dans une université pour Parcoursup, ça serait de vous renseigner sur la fac qui vous plaît et de voir la plaquette des cours qui est disponible. Je vous mettrai la plaquette de cours qu'il y a pour Paul Valéry. Premièrement, je vais vous expliquer les 4 principales matières que vous allez retrouver. Au premier semestre, on peut retrouver la psychologie clinique et la psychologie sociale. Pour la psychologie clinique, en CM, personnellement, j'ai eu un prof qui était très axé Freud. Et l'autre partie de son cours, c'était principalement sur le métier du psychologue clinicien en général. En TD de psychologie clinique, on a pu voir la psychiatrie. On avait le choix entre soit faire une biographie d'un des précurseurs de la psychiatrie, soit de faire un exposé sur un des cas cliniques. Je vous montre l'exemple d'un cas clinique, à quoi ça peut ressembler. Vraiment c'était génial, j'ai trop adoré faire ça. Et avec mon groupe, on s'est vraiment régalé. On avait le choix entre 5 précurseurs. Premièrement, il y avait Philippe Pinel, Jean-Étienne Esquirol, Créplin ou Crépline, Freud et Charcot. Il faut savoir que Philippe Pinel, c'est lui qui a instauré le terme d'aliéné parce qu'avant, on traitait les patients comme des animaux, même si c'est horrible la comparaison avec les animaux. Mais à l'époque, c'était clairement ça, le contexte historique. Ça se passe durant la Révolution française, donc en 1789. Les patients, parce qu'avant, ils n'avaient même pas le terme de patient, étaient très mal considérés. C'est grâce à Philippe Pinel qu'on a eu le droit au terme employé pour les désigner en tant qu'aliénés. Ensuite, Jean-Étienne Esquirol, donc lui, il est connu pour avoir fait la loi de 1938 qui s'appelle la loi Esquirol d'ailleurs. Il faut savoir que cette loi a permis 3 apports majeurs. Donc premièrement, il a revu l'architecture des hôpitaux psychiatriques à l'époque. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les hôpitaux psychiatriques avaient des escaliers. Le problème, c'est qu'il y avait énormément de suicides. Donc pour éviter que les patients se suicident, ils ont fait en sorte de revoir l'architecture et donc d'enlever les escaliers pour éviter le suicide. Ensuite, le deuxième apport majeur, ce fut les conditions d'internement, parce que les conditions d'internement étaient vraiment médiocres. Et enfin, le troisième apport majeur qui est un peu plus complexe
puisqu'il s'agit de la notion de placement volontaire. C'est lorsqu'une personne tierce, donc en général ça peut être son épouse, décide que la personne qu'elle veut placer en hôpital psychiatrique est dangereux pour son entourage. La personne tierce va décider de le placer dans un hôpital psychiatrique. Et enfin, dans ce troisième apport majeur, il y a la notion de placement d'office. En général, c'est quand il y a un jugement et que le tribunal décide de placer d'office le patient parce qu'il est jugé beaucoup trop dangereux pour être au contact de la société. Ensuite, il y a Jean-Martin Charcot. Donc il faut savoir que c'est le fondateur de la neurologie qu'on connaît actuellement. C'est lui qui a beaucoup étudié les hystériques. Donc on connaît Charcot grâce à la maladie de Charcot tout simplement. Je connais pas tout ce que produit la maladie de Charcot, donc je vais lire mes notes parce que je ne saurais pas vous le recracher. Il faut savoir que la maladie de Charcot est une maladie neurologique à évolution rapide. Elle est en général presque toujours mortelle et elle attaque les neurones responsables du contrôle des muscles volontaires. Elle peut causer des contractions musculaires, des crampes, des raideurs musculaires, une faiblesse musculaire affectant les jambes ou les bras. Elle peut provoquer aussi des troubles d'élocution, des problèmes au niveau du nez, une difficulté à respirer ou à mastiquer. Et voilà. Et donc il faut savoir pour anecdote qu'un des élèves de Charcot n'était autre que Freud. Ensuite pour Kraepelin ou Kraepelin, c'est lui qui a donné le nom à la démence précoce qui aujourd'hui n'est autrement connue que sous le nom de schizophrénie et à la psychose maniaco-dépressive qui il me semble actuellement est connue comme la crise de bipolarité, mais je veux pas m'avancer, je suis pas sûre de ça. Il faut savoir que Kraepelin avait une vision du patient extrêmement négative, vraiment, il ne les considérait même pas. Il a quand même pu permettre des avancées concernant la psychologie, la psychiatrie à son époque. Et bon, enfin Freud, voilà, bon je vais pas vous faire un cours sur Freud, en général tout le monde connaît Freud, la psychanalyse, concernant la sexualité infantile, le complexe d'Oedipe, etc. Donc voilà concernant la psychologie clinique. Maintenant, on va passer à la psychologie sociale. La psychologie sociale, il faut savoir que c'était vraiment ma matière préférée. En L1, j'aimais tellement cette matière, j'ai tellement appris plein de trucs sur la psychologie sociale, je trouvais ça tellement passionnant, vraiment. D'ailleurs, j'ai même pensé à me diriger vers la psychologie sociale, mais bon, on en parlera en L2. Il faut savoir que la psychologie sociale, que ce soit l'ECM ou le TD, c'était en lien, du coup on a vu les mêmes choses en TD et en CM. D'ailleurs, ce qui était super, c'est qu'on voyait en CM le théorique et en TD, on revoyait un petit peu le théorique, mais avant de faire le théorique, on faisait toujours une expérience et les expériences étaient toujours trop géniales, vraiment. J'ai adoré. En plus, ma prof était géniale, même ma prof de CM, géniale, vraiment. Premièrement, on a vu la facilitation sociale, c'est de savoir si la présence d'autrui améliore notre performance ou pas, si on travaille mieux individuellement ou si on travaille mieux en groupe. Et en fait, cette théorie a rejoint la théorie de la paresse sociale. Ainsi, cette théorie de l'effet de la paresse sociale déduit que la performance d'un individu dépend du contexte dans lequel cette performance est produite. Ensuite, on a vu les influences sociales, c'était génial ça aussi. On a vu le conformisme, la soumission à l'autorité, la normalisation. Aussi, c'était génial, ça on l'a pas vu en CM mais on l'a vu en TD. On a vu comment se former une rumeur et ça c'était génial. On n'a pas idée à quel point une rumeur, ça se forme super vite. Suffit que tu utilises un synonyme, ça modifie tellement tout, c'est un truc de malade, de rumeur, mais c'est tellement intéressant. Ensuite, on a vu la sociabilité, on a vu aussi sur quoi se fonde la relation qu'on a avec autrui. On a parlé aussi du groupe en général, des interactions de groupe, des stéréotypes. On a vu aussi la communication verbale, voir par rapport aux mensonges, etc. C'était super intéressant. Donc, il faut savoir qu'à Paul Valéry, malheureusement, outre le fait d'avoir nos matières principales qui concernent la psychologie, on a des troncs communs avec d'autres filières. On a des cours en commun avec la licence
donc de psychologie normale, la licence d'ethnologie et la licence de sociologie. On adore, ouais. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver à avoir un cours d'ethnologie, de sociologie et à avoir un cours d'introduction à la psychologie. Concernant les partiels de psychologie clinique et de psychologie sociale, pour les TD, c'était des questions de cours. Donc très simple, il suffit que tu connaisses ton cours pour avoir une note approximativement proche de 10, voire plus même. Et du coup, le partiel de CM, par contre, c'était des QCM. Ne sois pas trop content, parce que c'est vraiment très fourbe. Vraiment. Surtout psychologie sociale, c'était très fourbe. Ça change d'un mot à l'autre, genre ce dont je viens de parler, c'était les cours du premier semestre. Maintenant, je vais vous parler des cours du second semestre. Donc, il faut savoir que quand j'ai fait ma L1, il y a eu les blocus. Oui, à cause du blocus, pour nos matières principales, on a quand même raté un tiers du cours. Franchement, ça nous a pas pénalisé tant que ça. Et les personnes qui venaient d'autres universités n'ont pas forcément ressenti qu'on avait tant un retard que ça. Donc, au second semestre, on a eu la psychologie cognitive. On a vu la perception, la mémoire, on a vu les composantes de l'attention, la vigilance, l'alerte, on a vu aussi la sélection et enfin on a vu le contrôle attentionnel. Après, c'est des théories qu'on a revues un petit peu en L2. Et concernant le TD, on a vu la méthode expérimentale, c'était intéressant mais sans plus. Et enfin on a vu la psychologie du développement, c'était principalement autour du nourrisson. On a principalement parlé de Piaget et de sa théorie du développement avec les différents stades. Il parle d'égocentrisme intellectuel dans le sens où un enfant n'arrive pas à percevoir le point de vue d'autrui. On a fait la comparaison avec une expérience qui s'appelle l'épreuve des 3 montagnes. Aussi on a vu le syndrome de l'hospitalisme. Ensuite on a vu les études longitudinales, transversales, la base. Puis ensuite on a vu les méthodes d'études pour les nourrissons. On a vu qu'il y avait la préférence visuelle, c'est vraiment la méthode principale. Il y a aussi une préférence pour la nouveauté. Et enfin, on a vu les réflexes primitifs. Donc par exemple, il y a le réflexe de Babinski. Et enfin, on a vu la capacité visuelle du bébé, enfin en général toutes les sensorialités. On a vu que les bébés pouvaient voir qu'à 30 cm. C'est vraiment la distance qu'une mère a avec son bébé. C'est qu'à 8 mois qu'un bébé a une vue qui est de 20/20. Il faut savoir qu'en vrai, la L1, c'est vraiment comme une seconde bis. Tu dois travailler, mais pas trop. Limite, profite de ta L1 parce que la suite va être encore plus compliquée chaque année. Il faut quand même travailler parce que les QCM, ils t'attendent au tournant. Le principal problème de la plupart des étudiants, c'est la biologie. Mais en soi, la biologie, c'est pas tant compliqué que ça. Après les stats, vraiment, c'est pas si dur que ce à quoi on peut s'attendre. Les L, peut-être que ça sera un peu plus compliqué pour ceux qui n'avaient pas spé maths. C'est vraiment des maths mais basiques. Après, il faut savoir qu'à Paul Valéry, les langues, c'est une catastrophe. Toutes les filières sont mélangées et on a tous anglais de la même manière. Et vraiment, on fait des cours qui sont identiques à ce qu'on faisait au lycée, limite au collège. Après, je sais qu'en comparaison avec d'autres L1 d'universités différentes en France, ils avaient au semestre 1 et au semestre 2 psychologie sociale, cognitive, clinique et du développement. Alors que nous, ils ont séparé en 2 les matières et donc finalement, ils en savent beaucoup plus que nous. On voyait un truc et mes copines, elles étaient là, bah moi je le connais déjà, j'ai déjà vu. Mais du coup pour nous, c'est tout nouveau. On part un petit peu avec une lacune, c'est pour ça que je vous conseille de vous renseigner. Je pense que c'est tout pour la L1 de psychologie à l'université de Montpellier 3. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, qu'elle t'aura intéressé. Je pense que je ferai une vidéo sur ma L2 parce que je trouve ça toujours intéressant de voir la continuité des choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions sur la psycho, sur la fac, sur la licence de psychologie ou même sur la vie
étudiante, ce que tu veux. N'hésite pas, ça me ferait super plaisir si tu as des questions. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!